Donc je vais continuer aujourd'hui sur la structure fine à la base du manteau. Nous avons passé pas mal de temps sur la discontinuité de la D-seconde et sa relation possible avec cette transition de phase de la pérovskite en la post-pérovskite, qui est donc une nouvelle transition de phase découverte récemment. Ensuite, la semaine dernière, j'ai passé pas mal de temps à parler d'anisotropie. Bon, c'était peut-être un peu compliqué, mais c'est aussi une observation importante. Donc, je vous rappelle, la biréfringence, on observe, au lieu d'observer une seule onde S, on observe, ou S diffractée, l'onde S qui se propage à la limite noyau-manteau comme onde diffractée, on en observe deux. Donc, quand on regarde sur deux composantes, on observe deux ondes qui n'arrivent pas au même moment. C'est ça la biréfringence. Et quand on change de référentiel de manière appropriée, on voit qu'il y a une onde rapide et une onde lente. Donc, c'est une manifestation de l'anisotropie. Et donc, on a essayé de relier ça, pour essayer de l'interpréter. On pense bien évidemment aussi au rôle de la pérovskite, de la post-pérovskite. Donc, j'en étais restée là. Et donc, je vais continuer en essayant de ne pas trop vous effrayer dans les référentiels et toute la géométrie compliquée, simplement pour en tirer un peu la partie importante du point de vue scientifique. Donc, je vous rappelle que pour qu'on puisse interpréter l'anisotropie sismique, donc ce qu'on observe de manière sismique, en termes de mécanismes physiques, donc en particulier en termes de... On avait regardé la possibilité, il y a deux types de phénomènes qui peuvent produire de l'anisotropie. L'anisotropie qui est basée sur la forme, donc par exemple des empilements de couches, qui donneraient lieu à de l'anisotropie qu'on appelle radiale, ou alors des inclusions fluides. Et un autre type d'anisotropie, c'est l'anisotropie qui provient de l'anisotropie intrinsèque des cristaux. Donc c'est de l'anisotropie microscopique qui se manifeste à l'échelle macroscopique. Et donc là, on était en train j'étais en train de présenter les possibilités d'interprétation en termes de cette anisotropie donc intrinsèque, lattice preferred orientation, comme on appelle en anglais. Et donc pour pouvoir interpréter ce qu'on observe en termes d'anisotropie intrinsèque, on doit connaître un certain nombre de choses. D'abord, il faut connaître la structure cristalline, dont on peut déduire le tenseur d'élasticité, moyennant certaines manipulations ou certains calculs donc de physique des matériaux, donc des composants de la base du manteau au niveau microscopique. Ensuite, il faut aussi connaître... Donc tout ça, cette déformation va se produire dans un certain contexte dynamique. Il va y avoir de la déformation due au mouvement de la matière dans le manteau, due à la convection dans le manteau. Et donc il faut aussi connaître les systèmes de glissement préférentiel dans ces structures. Quels sont les plans de glissement sur lesquels ces structures vont se déformer. Et finalement, bien sûr, et c'est peut-être par ça qu'il faut en fait commencer, il faut connaître le champ de déformation auquel sont soumis ces matériaux, donc avoir une idée de la dynamique. Donc ça fait pas mal de choses différentes dont on connaît certains petits morceaux, bien sûr, qu'on ne connaît pas parfaitement. Aucun d'entre eux, à l'heure actuelle, n'est connu de manière parfaite. Donc j'avais commencé à regarder d'abord la structure cristalline, donc le premier point, des différents composants principaux de la D-seconde. Donc je vous rappelle, c'est la pérovskite avec sa transition de phase en post-pérovskite, éventuellement à la base du manteau, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr. Et puis le ferropériclase, le MgFeO, qui est l'autre composant principal du manteau inférieur. Alors pour ce qui est de la pérovskite, cette pérovskite au point de vue cristallographique a une structure orthorhombique qui se décrit par 9 constantes élastiques, et les propriétés élastiques peuvent être calculées par des méthodes, des méthodes ab initio, des méthodes de physique ab initio. Et là, vous voyez donc ici, c'est encore ces
cette représentation qui est peut-être un peu difficile quand on n'est pas habitué à comprendre ce qu'elle veut dire, mais bon, c'est une projection du cristal, donc d'un seul cristal, sur un plan qui est le plan supérieur hémisphérique, comme on l'appelle, et les directions, donc ici, la direction verticale, ou la direction Z, si vous voulez, la direction 3, c'est perpendiculaire au tableau, et la direction 1, dans ce sens-là, et la direction 2, horizontale ici. Ce qui nous donne les directions. Dans chaque direction, les contours montrent les vitesses calculées dans ces modèles. Donc pour les ondes P, c'est assez simple, c'est un diagramme assez simple. Pour les ondes S, à cause de la birefringence, il faut aussi donner en plus non seulement l'amplitude des variations de vitesse, mais aussi la direction de l'axe rapide. Et donc vous voyez ici, ce sont deux calculs faits par deux groupes différents, à des pressions correspondant à dans la déseconde, 125-126 gigapascal, et à des températures approchant les températures qu'on estime dans le manteau profond, donc des calculs dans les bonnes conditions, et ils obtiennent certaines différences, mais en fait ils sont en relativement bon accord. Ils voient les mêmes directions où les vitesses sont les plus lentes et les mêmes directions rapides. Et donc ils estiment, en particulier ce qui nous intéresse le plus, c'est donc les écarts de vitesse maximum entre les vitesses de cisaillement, donc VS rapide et lent. Et donc ils obtiennent quelque chose de l'ordre de 13 à 20%, ce qui peut paraître une anisotropie importante, une variation entre la vitesse la plus rapide et la vitesse la plus lente de 20%, mais il faut bien penser que c'est au niveau d'un seul cristal. Et donc quand vous avez un assemblage de cristaux au départ orientés de manière plus ou moins aléatoire, il n'y en a une petite proportion qui va s'aligner dans un écoulement. Donc on peut donc s'attendre à ce que l'anisotropie sismique observée sera beaucoup plus faible que l'anisotropie au niveau du seul cristal. Donc ça c'est donc on considère que la pérovskite, basée sur ces résultats récents, n'est pas tellement anisotrope. Elle l'est beaucoup moins que les deux autres composants en fait de la déseconde. Donc s'il y a de la post-pérovskite, elle sera plus anisotrope que la pérovskite. Ici, vous avez deux exemples de calcul et un exemple expérimental, donc obtenu par des expériences en cellules, dans une cellule à enclume de diamant. Et donc aussi dans des conditions de température et de pression qui peuvent correspondre. Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même des différences. Ici à 4000 Kelvin, ici à 2000. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des différences. Et des différences en particulier plus importantes dans les résultats, en particulier pour les ondes S. Il suffit de regarder les couleurs pour voir la distribution des couleurs. Vous voyez qu'il y a quand même de différences. Ce en quoi les auteurs s'accordent, c'est que l'anisotropie est très forte. Vous voyez, elle est le double ici, 42% de l'anisotropie monocristalline de la pérovskite. Donc, la post-pérovskite serait un candidat plus avantageux, si vous voulez, pour être la cause de l'anisotropie observée sismiquement. On peut s'attendre à ce que cette structure soit plus molle, si vous voulez, plus facile à déformer que la structure de la pérovskite. Et puis finalement, pour ce qui est de la magnésiovustite ou ferropériclase, ici dans des proportions à peu près ce qu'on s'attend dans le manteau inférieur, donc de magnésium et de fer, là aussi vous avez des grandes différences entre les différentes... enfin non, en fait, ils s'accordent assez bien. Ils ne s'accordent pas trop sur l'amplitude. Les couleurs sont plus accentuées dans ce diagramme-ci que dans les autres, mais les directions sont assez cohérentes. Et là aussi, simplement, les directions sont à peu près les mêmes, c'est l'amplitude qui change. En tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est que l'anisotropie en S du ferropériclase est aussi très, très importante au niveau cristallin de 35%.
Donc, les deux candidats possibles donc, pour l'interprétation de l'anisotropie sismique en termes d'anisotropie intrinsèque au niveau cristallin seraient le ferropériclase et la post-pérovskite. Après, il faut voir lequel des deux est le plus important, joue le rôle le plus important. Tout ça, ça va jouer, enfin, ce qui va jouer, ce sont les valeurs précises de ces anisotropies, les plans de glissement préférentiels et aussi la proportion de chacun des minéraux à la base du manteau. Alors, le deuxième point, ce sont les systèmes de glissement. Alors là, bon, pour avoir le système de glissement, donc, on représente ça. Donc, d'une part, vous avez votre réseau cristallin qui vous donne les directions des vitesses rapides, etc. Et puis, vous avez les plans de glissement qui sont indiqués par leur cosinus directeur. Donc, ça, c'est ça la notation. Vous n'avez pas besoin de retenir ça nécessairement. Mais simplement, par exemple, entre parenthèses ici, 1, 0, 0, ça veut dire qu'on regarde le plan horizontal. Si je regarde un référentiel comme ceci avec l'axe Z vertical, le plan 1, 0, 0, c'est le plan... Non, pardon, le plan 1, 0, 0, c'est le plan vertical dans le plan du tableau. C'est le plan dont la normale est décrite par l'axe 1, 0, 0. Donc c'est comme ça qu'on les décrit. Il suffit de savoir qu'on a besoin que cette notation est de ce type-là, mais les détails, pour l'instant, ne nous importent pas tellement. Donc... Quand on regarde ça pour la pérovskite, on s'aperçoit que même pour un alignement à 100%, le maximum d'anisotropie qu'on peut observer à l'échelle macroscopique est relativement faible, seulement de l'ordre de 2%. Donc, bon, il y a pas mal d'études. Là, je vous montre un tableau. Ce n'est pas la peine non plus de regarder les détails, vous ne verrez sans doute pas. Mais il y a un très grand nombre d'études dans les 5 dernières années des études expérimentales qui essayent d'atteindre les pressions et les températures de la base du manteau, mais pas toutes les mesures sont faites dans ces conditions-là, et qui essayent de regarder les plans de glissement dominants. Et vous voyez quand vous regardez ces chiffres-là, il y a quand même pas mal de différences entre les auteurs. Différents auteurs trouvent 1, 1, 0, d'autres 0, 0, 1, d'autres 0, 1, 0. Donc ça, c'est encore surtout des conditions expérimentales encore très, très variées. Donc des études en cours, on n'a pas encore vraiment conclu sur la question. Alors regardons tout de même qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Alors, le troisième point, donc le troisième ingrédient à inclure, c'était la déformation. À quel type de déformation peut-on s'attendre dans cette zone à la base du manteau? Donc, une hypothèse simple, c'est que vous avez, si la base du manteau, c'est une couche limite, la convection va avoir tendance, bien sûr, à avoir un écoulement plutôt horizontal. Tous les courants descendants vont être arrêtés par la limite noyau-manteau, qui n'est pas pénétrable, et donc vont avoir tendance à s'écouler le long de la limite noyau-manteau dans la direction horizontale. Donc on peut au premier ordre faire l'hypothèse de l'écoulement horizontal dans la d-seconde. Et si on fait cette hypothèse, cela entraîne qu'on va observer préférentiellement que la vitesse des ondes polarisées horizontalement sera supérieure à la vitesse des ondes polarisées verticalement. Mais cette hypothèse, en fait, n'est pas observée de manière sismique partout. Il y a un certain nombre d'endroits où on a quand même l'inverse, où VSV est supérieur à VSH. Surtout, je vous avais montré ça, je pense, surtout dans les zones près des superplumes ou à l'intérieur des superplumes. Donc, on n'a pas que de l'écoulement horizontal. D'ailleurs, ça, on le sait, vous avez quand même les plaques. Si les plaques tombent jusqu'en base du manteau, les plaques vont arriver dans des directions plus proche de la verticale au départ, et puis les courants remontants vont aussi avoir autre chose que la direction horizontale. Donc il faut chercher des modèles, il faut faire des modèles un peu plus réalistes. Ceci dit, moi je pense qu'en première approximation, ça marche quand même pas mal. On a en moyenne, en général, on observe quand même plus VSH que supérieur à VSV. C'est plutôt dans les détails que les choses changent. Donc l'étape suivante, c'est d'essayer de regarder ce que donne
ce que pourrait être le champ des déformations dû à une plaque qui s'écrase sur la CMB. Et donc là, il y a un certain nombre d'études qui ont essayé de faire ça déjà en 2 dimensions, parce que bien sûr, ce sont des calculs très coûteux, de faire ça vraiment en 3 dimensions avec tous les ingrédients importants. Donc ici, une étude donc, qui prédate qui a été faite avant la découverte de la post-pérovskite, je note quand même. Donc ils ont fait un modèle dynamique ici à 2 dimensions avec asymétrie sphérique. Ils ont certains ingrédients réalistes avec une viscosité qui dépend de la température en particulier. Et ils ont introduit des traceurs de déformation et ont regardé le développement de la texture, donc de ces paramètres qui vont nous donner l'anisotropie sismique, mais dans un manteau de composition homogène, donc un manteau pyrolytique. Et donc ils ont distingué les régions du manteau où la déformation est très importante, où vous avez une déformation de plus de 100%, 100 à 200%, et auquel cas vous auriez un régime de dislocation et qui permettrait la formation d'anisotropie, alors que lorsque la déformation est moins importante, elle reste dans le régime de diffusion. Donc c'est des régimes de déformation différents au niveau microscopique, soit des formations le long de grains pour la diffusion qui ne donnent pas lieu à l'anisotropie, régime de dislocation où vous avez des défauts, des dislocations à l'intérieur des grains qui vont donc vous rendre possible l'anisotropie. Et donc c'est juste une illustration. Ici vous avez un champ de température, donc ils ont fait tomber une plaque à l'intérieur du manteau. La plaque est plus froide, ça c'est des valeurs de température. Le froid, c'est le 0, c'est donc la limite de température en haut, donc à la surface. La plaque est plus froide que le manteau ambiant. Ici, il y a une limite de température plus chaude. C'est un domaine, c'est un modèle de convection à chauffage par le bas. Et la plaque se réchauffe un peu quand elle plonge dans le manteau. On le voit ici, et puis elle va se déformer à l'approche de la limite noyau-manteau. Donc ça, c'est le champ de température. Ici, c'est le champ de déformation correspondant qui est marqué par un certain nombre de traceurs. Ce sont ces petits points, ces petites lignes noires ici, qui ne sont indiquées que dans les zones où la déformation est très importante. Et vous voyez que la zone de déformation la plus importante, c'est bien sûr, comme on peut s'y attendre, la zone qui est le plus en contact, disons, ou directement le plus proche de la limite noyau-manteau. Et donc là, ils ont étudié un certain nombre de cas. Ils ont fait varier les paramètres dans leur calcul. Ici, c'est ce cas que je vous ai déjà montré, c'est le cas de chauffage par le bas. Si vous avez en plus du chauffage interne, comme on s'attend à ce qu'il y ait une certaine proportion de chauffage interne par les décompositions des éléments radioactifs dans le manteau. Et là, vous voyez que vous avez une déformation beaucoup plus intense encore à la base du manteau. En tout cas, leur conclusion, c'est que le champ de déformation observé, donc dans cette expérience, dans ce type d'expérience qui est bien sûr encore très limité, en 2D, donc le monde en 2D est quand même assez différent du monde en 3D, avec des hypothèses relativement simples sur les paramètres de la convection. Il trouve que ce champ est compatible avec ce qu'on peut s'attendre sur la déformation du ferropériclase. Donc à l'époque encore, il n'y avait pas de post-pérovskite, c'était surtout le péropériclase qui était le candidat donc pour causer l'anisotropie. Donc avec VSH supérieur à VSV en général, sauf dans les régions à écoulement plus vertical, donc dans un champ de cisaillement horizontal. Par contre, ce qu'ils avaient remarqué, c'est que cette déformation évolue assez rapidement dans le temps, rapidement, c'est-à-dire au niveau des millions d'années,
dans des dizaines ou centaines de millions d'années qui correspondent à la Terre réelle. Et donc l'observation d'anisotropie, disons que c'est un point peut-être important, les observations d'anisotropie sismique seraient représentatives de la déformation actuelle. Donc elles ne garderaient pas, disons, la mémoire de la déformation dans le passé, disons à plus de 100 millions ou 200 millions d'années. Alors, donc en résumé, hein, ça c'était un premier essai de mettre tout ça ensemble, hein, la dynamique, les connaissances au niveau cristallin, etc. Mais donc pour résumer ou pour vous rappeler, il nous faut un modèle géodynamique, il faut qu'un modèle réaliste géodynamique qui va nous donner le champ de déformation macroscopique. Ensuite, on va calculer le développement de la texture, donc de l'anisotropie dans le minéral polycristallin. Donc en général, ça fait intervenir une théorie des milieux effectifs pour donc passer de l'état microscopique, enfin des observations microscopiques aux observations macroscopiques. Et ensuite, on va essayer, puisqu'on ne connaît pas parfaitement bien les propriétés des différentes phases minéralogiques, donc les propriétés élastiques, et leur système de glissement, on va essayer différentes possibilités. On va les mettre dans les modèles géodynamiques, et ensuite, on va donc pouvoir avoir en chaque point du volume, on va pouvoir avoir un tenseur élastique qu'on va pouvoir donc exprimer en termes d'anisotropie sismique. Donc c'est une procédure à plusieurs étapes. Hein, donc voilà, on aura un tenseur élastique anisotrope en chaque point du modèle. Et donc après, on pourra comparer ça avec la sismologie, le but ultime étant la modélisation des formes d'ondes sismiques observées réellement, même avant l'interprétation qu'on en fait. Donc ici, j'ai un petit, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai essayé de faire un petit film pour vous montrer une première tentative de ce genre de calcul. Donc c'est un peu la même chose que je vous avais montré avant pour le travail de McNamara, sauf que maintenant, on inclut la possibilité d'avoir de la post-pérovskite. Et donc c'est toujours un calcul en 2D. Ici, vous avez le champ des températures. Et donc je voulais vous montrer, je ne sais pas si ça va marcher. Oups, c'est la première fois que j'essaie de faire passer un film. Donc, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc c'est bien sûr très accéléré. Vous voyez les plaques qui tombent, qui se déforment et qui donc ensuite repartent dans les courants montants. Donc dans ce modèle encore très simplifié puisqu'il est à 2D. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre on va faire disons une photo à un instant donné de la distribution donc, des températures et des déformations, comme par exemple ici, vous avez une plaque bien plongeante. On va en prendre un morceau et on va essayer de calculer. On va calculer dans différents modèles donc cristallins et de l'anisotropie sismique correspondante. Donc ici, c'est représenté encore une fois donc, cette image donc, à un instant donné donc, dans ce calcul, et on va regarder juste ce qui se passe tout à fait à la base du manteau, dans cette région très déformée par l'arrivée de cette plaque-là, cette plaque bleue à la base du manteau. Et donc ici, ce rectangle-là est donc représenté ici en plus grand. Donc vous avez la température. Donc la température froide ici au départ, ça se réchauffe et quand ça va remonter, la température va être plus chaude. Les degrés ici, ce n'est pas degrés de température, c'est des degrés de distance. Ça correspond à une distance sur à peu près 7000, ou plutôt 7000 km et à la surface de la Terre. Donc à la base du manteau, c'est moins, c'est à peu près la moitié. Et donc ici, ce sont des traceurs donc, de la déformation qui vont vous indiquer quelle est l'orientation des plans de glissement à chaque instant. Et on va pouvoir suivre certains de ces traceurs en fonction du temps pour voir comment évolue la déformation. Donc en particulier ici, il y en a un qui est marqué, le traceur numéro 189. Ce sont des traceurs lagrangiens, c'est-à-dire qui suivent l'écoulement.
Et donc les petits traits montrent l'orientation de l'axe principal de l'ellipse de déformation. Et donc ici, vous avez des images à différents intervalles de temps, donc au moment du calcul, le long de ce traceur, donc le long de cette courbe d'écoulement. Et donc au départ, et ce que ça représente, c'est encore une fois des projections sur un plan de la déformation à ce point-là, donc de l'ensemble, d'un ensemble polycristallin, d'un certain ensemble de cristaux. Et vous voyez au départ ils sont, on indique, c'est pas dessiné ici, mais à l'instant 0, ils sont orientés de manière aléatoire. Au bout d'un certain nombre, quand ils arrivent près de la déseconde, ils commencent déjà à s'orienter. Et vous voyez qu'au fil du temps, ils s'orientent de plus en plus. La direction parallèle à la CMB, c'est la direction ici verticale dans le plan du tableau. Et que vous voyez au cours du temps, ils s'alignent très très bien dans la direction de la CMB. Et seulement ici, vers la fin du calcul, où ils commencent à remonter, ils sont déjà dans cette partie de remontante du courant, on voit la déformation prendre une direction un peu plus verticale. Alors, bon, donc, on a pu évaluer un certain nombre de calculs donc théoriques de la déformation dans la post-pérovskite. Ici, 4 modèles qui donnent des résultats différents avec des plans, donc des plans différents de glissement. Ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et deux calculs différents qui donnent ce plan-là. Ensuite, dans la pérovskite et dans la magnétosustite, mais pure MgO. Et donc, on en déduit dans enfin, c'est pas le volume, c'est le plan, puisque c'est en 2D, les valeurs du rapport des vitesses des ondes S polarisées horizontalement au rapport des vitesses polarisées verticalement, ici au carré. C'est ce fameux paramètre xi de l'anisotropie radiale. Et donc, chacun de ces modèles va donner une valeur différente. Ici aussi, c'est pour les ondes P. Et donc, on peut confronter ça aux observations moyennes sismologiques, et on s'aperçoit que les seuls modèles qui peuvent convenir, ce sont en post-pérovskite ces deux-là, donc avec le plan de glissement 0,01, qui donne VSH supérieur à VSV en moyenne, et aussi une anticorrélation entre les vitesses S et les vitesses P, qui est ce qu'on observe aussi en moyenne à la base du manteau sismiquement. Et également, bien sûr, le MgO vous donne aussi cette même relation. Donc vous voyez que cette construction est assez compliquée. Donc un modèle dynamique encore très imparfait, un modèle à 2 dimensions, avec peut-être des ingrédients non pas encore tout à fait réalistes. Et donc un certain nombre de modèles d'anisotropiques intrinsèques et de déformation de plans de glissement, confrontés à la sismologie, semblent pouvoir nous donner peut-être, la sismologie n'étant pas non plus parfaite, c'est une moyenne, semble pouvoir nous donner une indication de quel calcul serait plus juste que les autres. Donc c'est ainsi qu'on procède vraiment en géophysique du manteau profond. On est obligé de rassembler des informations partielles, imparfaites, provenant de différentes sources, pour essayer d'en conclure quelque chose. Donc ceci, c'est un article publié l'année dernière, et donc il reste bien sûr à être confirmé. Comme perspective dans ce domaine, ces calculs ont été faits en 2D, donc bien sûr il faut passer à la 3e dimension, qui va changer pas mal de choses au point de vue de ce qu'on peut faire au type de déformation. Ensuite, donc ces calculs ont été faits en supposant une composition homogène, mais on peut aussi essayer d'introduire le fait qu'on pense qu'il y a des différences de composition chimique entre les LSVP, donc les mégapanaches et les régions froides.
les régions plus froides ou les régions de vitesse plus rapide, l'anneau de vitesse plus rapide autour du Pacifique. En particulier, ici dans ces calculs que je vous ai montrés, on regardait simplement la structure la plus simple, sans fer dans le MGO. Et donc, il faut aussi regarder l'influence du fer sur les systèmes de glissement dans tous ces minéraux. C'est une influence qu'on pense être très importante. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai le temps de parler un peu de cette question du fer. Et donc cette influence du fer est connue pour certains, la ferropériclase, mais pas pour la pérovskite et la post-pérovskite. Et bien sûr, il reste à mieux caractériser les propriétés de la post-pérovskite, ce sur quoi un très grand nombre, un nombre important de groupes travaillent en ce moment, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue expérimental. Voilà, donc j'en conclus ici sur la partie anisotropie. Il me reste un dernier type d'observation très caractéristique de la D-seconde, qui est celui des ultra-low velocity zones. Donc je vais parler de celle-ci. Le reste de mon cours va être consacré à ce phénomène étonnant, observé aussi sismiquement. Donc je vais m'arrêter un instant. Si vous avez des questions sur l'anisotropie ou sur la façon de procéder, c'est le moment. Ok, donc je continue. Donc ces ULVZ, c'est Ultra Low Velocity Zones. Elles ont été découvertes relativement récemment aussi, il y a seulement 20 ans, donc avant la post-pérovskite, mais tout de même relativement récemment. Donc je vous rappelle qu'il y a des anomalies de vitesse lente à la base du manteau qui sont dans ces super panaches, les LLSVP, mais qu'elles sont typiquement de l'ordre on les observe par la tomographie, elles sont de l'ordre de 2 à 3%. Même si la tomographie sous-estime les variations latérales, parce qu'il s'agit de résoudre un problème inverse, et donc pas forcément bien conditionné, et donc le conditionnement du problème inverse va rendre les variations latérales qu'on va obtenir un peu plus faibles que réalistes. Mais même si on double ce chiffre, 5%, ça n'est pas énorme. Par contre, donc, les ULVZ, ce sont des petites zones de faible extension géographique, de quelques centaines de kilomètres de dimension, où la vitesse des ondes P est inférieure à celle du modèle moyen, tel que le PREM, d'au moins 10% et peut-être jusqu'à 30%. Donc, une diminution considérable de la vitesse des ondes P. Alors, comment ont-elles été découvertes ? Voici donc, elles ont été découvertes grâce à l'observation d'ondes SKS. Donc, c'est les mêmes ondes qu'on avait vues pour l'étude de l'anisotropie dans le manteau supérieur, des ondes qui partent de la source sous forme d'ondes S, qui se convertissent dans le noyau comme énergie P, onde P, compression, c'est le cas de SKS, et qui se reconvertissent à nouveau du côté de la station à la limite noyau-manteau pour redevenir une onde S. Et il se trouve qu'il y a une autre onde qui arrive à peu près pas très loin en temps de parcours proche de l'onde SKS, qui s'appelle l'onde SPDKS. C'est une onde qui arrive sur la base du manteau et qui se convertit en énergie P, mais qui va diffracter le long de la base du manteau avant de plonger dans le noyau. Donc c'est une onde du même type, mais au lieu d'être une onde qui se propage directement dans le noyau, elle passe un peu de temps sur la CMB, le long de la CMB comme onde diffractée. C'est le PD de SPDKS. Et bien sûr, par symétrie, vous pouvez avoir deux ondes arrivant plus ou moins en même temps, celle qui est diffractée du côté de la source, SPDKS, et celle qui est au contraire diffractée du côté de la station, SK, donc SK, ensuite PDKS. PDS, pardon. Voilà. Donc, a priori, ça va poser quelques problèmes pour l'interprétation,
parce qu'on ne sera jamais vraiment sûr, à cause des hétérogénéités latérales, etc., est-ce ce qu'on observe est dû, si on observe des écarts par rapport à la moyenne, est-ce que ce qu'on observe est du côté de la source ou du côté de la station? Il va falloir utiliser différents stratagèmes pour le déterminer. Donc il y a deux branches de ces ondes-là, suivant que la partie diffractante est côté source ou côté station. Alors, on peut regarder en fonction de la distance épicentrale. Ici, c'est la conversion de l'onde SKS par rapport en SPDKS pour vous montrer un peu la longueur parcourue le long de la D-seconde, le long de la CMB, en suivant la distance épicentrale. Ici, donc, on commence à environ 107 degrés et on arrive... parce que 107 degrés, c'est l'angle d'incidence critique pour l'onde qui se réfléchit à la base du manteau SC et qui se convertit en P, SCP, sont à partir d'un certain angle de réflexion, toute l'énergie passe en onde diffractée. C'est à 107 degrés dans un modèle moyen. Donc vous allez voir apparaître cette onde diffractée à ce moment-là. Et la distance parcourue n'est pas énorme, mais va jusqu'à environ 200 km le long de la CMB. Et donc ici, ce qui est donc dessiné, donc j'anticipe, c'est que si vous avez une zone qui ralentit énormément les ondes de type P à la base du manteau, elle va ralentir donc ces ondes SPDKS qui vont donc arriver plus tardivement que prévu. Et c'est donc ça la base des observations. Et donc les premières études, c'était donc il y a 20 ans, l'étude de Garnero et al. Ils ont étudié certains séismes dans les îles Fidji observés dans les Amériques et puis des séismes profonds. Les séismes profonds sont toujours préférés dans ce cas-là parce qu'ils ont en général des pulses, des formes d'ondes très, très bien marquées avec un bon signal sur bruit parce que l'onde de profondeur, celle qui va d'abord à la surface avant de plonger, est bien séparée parfois de plusieurs dizaines de secondes, enfin 50 secondes ou plus. Donc on peut bien séparer. Ce sont vraiment des séismes idéaux pour regarder les formes d'ondes des ondes S et des ondes S diffractées. Donc voilà ces deux régions, une qui traverse donc la base du manteau dans l'Atlantique et l'autre dans le Pacifique. Et donc on peut contraster deux séismes profonds. Et vous voyez ici, c'est donc des enregistrements sur la composante radiale. C'est là où on s'attend à voir l'essentiel de l'énergie SKS. Donc, vous voyez ici donc l'onde SKS, les enregistrements sont alignés sur l'onde SKS. Et ensuite, vous avez derrière, la flèche indique l'arrivée de l'onde SPDKS. Et vous voyez donc parfois un peu plus compliqué, etc. Et ce qui est observé, c'est que on peut calculer le temps différentiel, donc ce temps-là, entre l'arrivée de l'onde SKS et l'arrivée de l'onde SPDKS, qui se mesure en secondes ou dizaines de secondes. Et dans le modèle de référence, donc ici le modèle PREM, la ligne continue, vous avez cette courbe-là qui vous donne les prévisions, donc le calcul du calcul dans ce modèle de référence. Et les données observées pour ces deux cas-là sont données par les triangles et les cercles. Et vous voyez que le temps différentiel entre ces deux ondes est plus élevé de quelques secondes, d'1 à 2 secondes, par rapport à celui prédit par le modèle moyen. Et que pour les expliquer, ils ont construit des modèles qui sont donc marqués ici par les pointillés, où ils ont considéré une zone d'épaisseur 50 km ou 100 km à la base du manteau, avec un ralentissement de moins de... je crois que c'est 5%, 6%, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, on va voir ça tout de suite.
dans le truc suivant, oui, voilà. Donc, une diminution de 5% de la CMB. Et donc, ensuite, il raccorde au PREM de manière linéaire, donc linéairement, soit 50, soit 100 km au-dessus de la CMB. Et bon, ils montrent aussi que c'est justifié de considérer des modèles de ce type-là parce que cette onde SPDKS est principalement affectée par la vitesse à la base du manteau. On peut bien le concevoir que la différence entre SKS et SPDKS, c'est surtout dû à ce parcours à la base du manteau qui n'existe pas dans l'onde SKS. Alors, donc ici vous avez, pour comparer les modèles, les différents modèles, ou les prévisions des différents modèles, le PREM, ici avec SKS et SPDKS. Et puis ici, vous avez encore une autre énergie qui correspond à une onde qui s'est réfléchie sur la graine, SK petit IKS. Et ici, les deux modèles retenus qui montrent, bon, ça se voit peut-être pas très bien, mais qui montrent un écartement plus grand entre l'onde SKS et l'onde SPDKS. Donc il s'agit d'un petit nombre de secondes, mais qui est assez important tout de même pour être significatif. Mais donc, on a ici, ils ne peuvent pas vraiment distinguer entre ces deux modèles en étudiant ces ondes, qui sont des ondes de relativement longue période. Je vous rappelle qu'on est encore en 1995. Il y a encore, la plupart des sismologues étudient encore des sismogrammes analogiques, dans ces sismogrammes enregistrés sur papier, et donc des enregistrements qu'on appelle longue période. Et pour voir les détails de ce genre de structure, il faut pouvoir regarder aussi bien les longues périodes que les courtes périodes, et donc il faut avoir des enregistrements large bande qui, à l'époque, commençaient à être... donc il y avait les stations large bande digitales, numériques, commençaient à être installées autour du monde, mais il y avait encore... l'accès aux données était encore relativement difficile, donc ils travaillaient surtout sur ces vieilles données analogiques. Et donc pour avoir de meilleures contraintes sur l'épaisseur de ces zones, il a fallu attendre plus longtemps, avoir de meilleures observations large bande. En tout cas, il y a eu aussi d'autres possibilités d'observation. Je m'excuse pour cette mauvaise résolution de cette figure. Il y a aussi, on peut ajouter aux ondes SPDKS d'autres ondes telles que les ondes réfléchies une fois à la CMB, la comparaison avec les ondes réfléchies une fois à la CMB, les S2KS, SKKS. Et puis, donc ici, c'est un exemple où vous avez deux observations contrastées, une partant de Fidji vers l'Amérique du Nord, qui donc va en particulier les ondes SPDKS si la structure vient de côté de la source, dans la secondes. Ceci se passe dans le superpanache du Pacifique. Et par contre, pour ce séisme ici, dans les îles de Sandwich, les régions échantillonnées ne correspondent pas à des régions de superpanache. Donc c'est deux régions différentes. Et ce qui est dessiné ici, donc la comparaison des données avec le PREM, ici donc les données en noir, les prédictions du PREM en pointillé. Et vous voyez qu'il y a des différences de temps d'arrivée importantes, aussi bien pour l'onde SPDKS que pour l'onde S2KS. Et quand on compare toutes les observations qu'ils ont pu avoir ici à l'est de l'Amérique du Nord, on voit que on a deux familles qui se distinguent bien suivant le séisme étudié. Donc celui de Fidji donnant des anomalies beaucoup plus grandes que celui des îles Fidji, donc celui qui échantillonne sous les Amériques. Donc, ce qui montre qu'il y a des variations latérales et donc aussi des observations assez différentes suivant les régions.
Alors, donc ici, c'est donc pour voir un peu ce qu'on peut résoudre au point de vue de la modélisation. Ici, vous avez donc un modèle tout simple avec une couche de 40 km d'épaisseur, l'onde SKS avec ici l'onde SPDKS qui se propage donc sur à peu près 200 km à la base du manteau à ces distances-là. Et vous voyez donc la modélisation avec ce modèle rend bien compte des observations. On a cette séparation entre les deux ondes bien représentée dans ces modèles. Et donc il propose, dans cette étude-là, il propose 10% de réduction en VP sur une épaisseur de 40 km. Donc déjà assez considérable. Alors, donc, oui, c'est tout. Tiens. Alors, qu'est-ce que... Donc, ces observations ont bien sûr été assez importantes. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait donner lieu à de telles diminutions de vitesse des ondes P, pour l'instant, sur des petites distances. Bien sûr, on n'a pas vraiment à l'époque de renseignements sur l'étendue géographique de ces zones, puisqu'on a juste quelques petits morceaux d'échantillonnés sur des distances de 200 km au plus par la partie diffractante de l'onde SPDKS. Donc la première interprétation qui a été proposée, c'est la présence de fusion partielle. Donc on aurait peut-être à la base du manteau, là où il fait très chaud, donc au contact avec le noyau très chaud, on aurait la possibilité d'avoir une partie du matériau, donc du silicate en fusion, ou bien un fluide riche en fer qui aurait pu provenir, aurait pu être un résidu provenant ou disons aurait pu être aspiré du noyau. Donc ça, cette interprétation-là a pas mal été contestée à cause des temps de diffusion entre le noyau et le manteau, mais disons que c'est peut-être encore à considérer. Et donc il y a eu un certain nombre de calculs qui ont montré que si on considère des inclusions fluides avec un rapport de forme donc de grand axe et du petit axe de l'ellipse de l'inclusion fluide de l'ordre de 1%, on pourrait avoir de la fusion partielle de l'ordre de 5 à 30%. Donc ici, ça montre, en fonction de la proportion de fusion, quelle serait la vitesse des ondes P avec les données, enfin les informations qu'on connaissait sur les propriétés physiques des silicates. Et donc c'est de là que vient ce chiffre-là. Mais alors l'important, c'est que si c'est de la fusion partielle, on peut s'attendre qu'il y ait aussi des réductions importantes en vitesse des ondes S, encore plus importantes. Les ondes S sont encore plus sensibles que les ondes P à la présence de fusion partielle, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait pour disons 10% de réduction dans la vitesse des P, on peut s'attendre à avoir 30% de réduction en vitesse des S. Alors jusque-là, il n'y avait que des observations sur les vitesses des ondes P. Donc les gens se sont ensuite précipités sur essayer de trouver des observations qui pourraient confirmer ou infirmer ce genre de prédiction. L'autre interprétation possible, qui aurait d'ailleurs les mêmes conséquences ou des conséquences similaires pour ce qui est des ondes S, c'est qu'au lieu d'inclusion fluide, on pourrait avoir des hétérogénéités latérales à l'état solide, mais donc des hétérogénéités de composition. En particulier, si vous rajoutez du fer, le fer va vous diminuer vos vitesses sismiques. Et donc ici, ce qui est montré, c'est les vitesses donc, des différents composants. Ici, la pérovskite et la magnésiovustite, ou ferropériclase. Ici, encore une fois, avant la découverte de la post-pérovskite. Et en fonction de la proportion de fer ajouté, vous voyez la diminution de ces vitesses. Les barres d'erreur sont énormes, elles reflètent les incertitudes sur les propriétés élastiques.
des différents composants considérés. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu. Et donc à l'époque, donc en 1995-1996, tout ça c'était des hypothèses plausibles, mais pas du tout encore, on ne pouvait pas trancher. Et disons, il fallait donc essayer d'explorer ces deux hypothèses, d'une part par la sismologie pour voir s'il y a des différences ou des diminutions de la vitesse des ondes S, et d'autre part en améliorant les connaissances sur les propriétés de la physique des matériaux. Alors, ceci dit, en regardant uniquement les ondes SPDKS, on voit qu'on a beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire que vous pouvez, suivant l'épaisseur, TH c'est pour thickness, c'est pour l'épaisseur de la couche, vous avez plusieurs paramètres, donc l'épaisseur de la couche, la diminution en P, la diminution en S, et aussi la densité, parce que donc si on a, ça j'ai oublié de le dire, mais si on prend l'hypothèse d'un changement de composition avec plus de fer, on s'attend aussi à une augmentation. Plus on met de fer, et plus la densité va augmenter. Le fer est très dense, donc les vitesses vont diminuer et la densité va augmenter. Donc on s'attend aussi à une augmentation de la densité. Donc à voir, est-ce qu'on peut observer ceci? Je vous rappelle que les observations de densité ou d'anomalie de densité sismiquement sont très difficiles. Les seules ondes, la seule façon d'avoir à ce niveau de détail, disons local, des informations sur la densité, c'est par des ondes réfléchies, par l'impédance, les calculs d'impédance. Les calculs d'impédance, l'impédance étant le produit de la densité et de la vitesse, donc soit la vitesse des ondes P, soit la vitesse des ondes S, et ces impédances intervenant dans le calcul du coefficient de réflexion. Donc il faut regarder les formes d'ondes. Mais vous voyez que uniquement avec les données dont on disposait à l'époque, on pouvait très bien expliquer les données avec différentes valeurs de ces paramètres. Donc on a un peu de résolution. Par exemple, ce modèle ici, le modèle en pointillé, ici ne convient pas aussi bien que l'autre modèle, mais par contre, vous pouvez avoir, si vous introduisez une différence de densité de 20% par exemple, ça va vous changer les proportions de vitesse et d'épaisseur, mais vous pouvez trouver un modèle qui convient. Donc quelque chose de très non unique. Et là, donc, ces auteurs-ci, Garneau et Jean Loos, ont regardé, disons, pour un ensemble de données particulier, quel était l'ensemble des variations en densité ici, dans cette direction-là, en vitesse des VP ici, et en épaisseur de la couche ULVZ, et suivant ce qu'on fait comme hypothèse sur le rapport des vitesses des ondes S et des ondes P. Donc vous avez des surfaces et n'importe quel modèle peut convenir. Alors ensuite, ils ont regardé comment on pouvait limiter cet ensemble si par exemple on fait l'hypothèse que c'est de la fusion partielle qui va donner des contraintes, en particulier pour la variation de densité, parce qu'on s'attend à ce que la fusion, par fusion partielle, sans changer de composition, si on ne change pas de composition, la densité du fluide et du solide ne va pas être très différente, donc ça va limiter les variations possibles. Vous voyez, tout ça, c'est encore des spéculations assez vastes. Alors ici, encore un point. Donc jusqu'à présent, on interprète toutes ces données en termes de variation de vitesse à la base du manteau, mais du côté du manteau. Ces auteurs ici ont montré que pour ce genre de données, donc les données SPDKS classiques à cette époque déjà, en fait vous ne pouviez pas vraiment déterminer est-ce que c'était des régions de vitesse très déprimées, donc très, très faibles du côté du manteau, ou bien une zone
du côté du noyau, donc du côté du noyau liquide, une petite zone qui aurait de la rigidité. Donc ici, un modèle qui convient très bien, indiqué en pointillé. Non, en solide, c'est le Core Rigidity Zone, donc une zone qui aurait le noyau donc, qui est liquide, et donc les vitesses S dans le noyau, elles sont de 0, il n'y a pas de rigidité. Mais par contre, vous pourriez imaginer qu'il pourrait y avoir une toute petite couche, ici de 1,5 km, juste en dessous de la limite noyau-manteau, où pourraient s'accumuler des éléments légers. Donc dans ce cas-là, ce serait des densités plus faibles que la densité du fer. Et donc ce genre de paramètres pourrait convenir pour aussi interpréter ces données. À l'heure actuelle, là je vais sauter 10 ans plus tard, je pense qu'on est plus ou moins en accord qu'il est difficile d'expliquer ces données par de la structure dans le noyau, mais il faut quand même encore garder ça à l'esprit, pas complètement. Alors, donc, je vous ai dit que les ondes S, il fallait aussi voir quelles pouvaient être les anomalies dans les ondes S correspondant à ces ULVZ. Et donc pour ça, il faut utiliser des ondes il faut observer des ondes qui sont sensibles à la vitesse des ondes S à la base du manteau. Donc en particulier, donc, ces auteurs ici ont regardé les ondes SCP, donc une onde S qui se réfléchit à la limite noyau-manteau et qui repart et qui se convertit vers une onde P, qui repart sous la forme d'une onde P, qui va donc, si vous regardez ce qui se passe autour de la réflexion ici, vous pouvez avoir en présence d'une ULVZ, vous allez avoir plusieurs ondes qui vont arriver à des intervalles pas très éloigné, sur 10 ou 15 secondes d'intervalle, une onde qui va être convertie en haut de l'ULVZ, si l'ULVZ a une limite bien marquée, une onde qui va être convertie en P à la limite noyau-manteau et ensuite réfractée toujours en P en haut de la ULVZ, c'est ce qu'on va appeler SPCP. L'onde convertie en P à la base du manteau, et puis encore une onde qui est réfléchie en S, mais convertie en P dans ses limites. Donc ces modèles supposent que l'ULVZ a une limite supérieure bien marquée. Et donc ils font de la modélisation de la forme d'onde dans un réseau dense qui leur permet de faire des sommations de traces et donc de diminuer le niveau bruit sur signal. Et après, ils vont explorer un grand nombre de modèles. Et en faisant ceci, ils vont pouvoir, d'une part, regarder les variations latérales. Donc ici, ce sont pour différents endroits où se sont réfléchies ces ondes, donc près de l'Australie. Voilà, la géométrie, c'est ici. Donc vous avez des séismes dans les îles Fidji, Tonga. Et le point de rebond est quelque part ici, entre l'Australie et les îles Fidji, Tonga. Ça, c'est la géométrie de ce petit réseau de Warramunga, ici, dans le nord de l'Australie, qui est un réseau dense, large bande. Et donc les traces ici individuelles, ici les traces sommées, montrant qu'il y a, donc ici, ça c'est l'onde SCP principale, il y a des précurseurs à l'onde SCP qui pourraient être certaines de ces ondes-là, qui arriverait avant l'onde SCP elle-même. Pas celle-ci, mais celle-là. Et donc, ils ont cartographié leurs résultats. Alors ici, bon, c'est un peu compliqué. C'est des cercles. L'épaisseur du cercle montre l'épaisseur de la zone. Et donc, les couleurs montrent les variations en vitesse S et vitesse P et en densité. Donc, il y a un cercle extérieur qui est pour les vitesses S, un cercle moyen pour les vitesses P et un cercle intérieur pour montrer les variations de densité. Et donc, les vitesses, c'est des vitesses négatives, c'est des diminutions de vitesse, et la densité, c'est des augmentations de vitesse. Et donc, bon, leur modèle préféré, trouvent qu'ils peuvent expliquer leurs données par des épaisseurs variant de 5 à 20 km. C'est quand même tout petit.
par rapport au rayon du manteau et à l'épaisseur du manteau, une réduction, ou même par rapport à la D-seconde, qui je vous rappelle est plutôt de l'ordre les derniers 200-300 km du manteau, une réduction de 0 à 10% des vitesses P, une réduction des vitesses S de 10 à 30%, et une augmentation de densité pour aller jusqu'à 50%, ce qui est considérable. Mais bon, certains des modèles sont plus modestes, comme celui-ci par exemple. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il y a des variations latérales assez importantes sur des distances. Les choses changent, les valeurs changent énormément sur des distances de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et donc ceci, c'est le résultat. Quand ils assemblent toutes leurs données, ils vont avoir en fonction de... pour un rapport VS-VP donné ici, moins 8% pour VP, moins 25% de VS, la densité et alors ça, je ne sais plus, et ça c'est l'épaisseur de la couche, oui, voilà, et donc, et ça c'est simplement comment ils expliquent leurs données. Donc il y a un minimum d'une fonction coût. Ils cherchent le minimum. Ici, le minimum est ici à 10% pour la densité et environ aussi 8-9 km pour l'épaisseur. Et ici, c'est pour des valeurs différentes de variation PPVS, moins 10% pour chacun. Ils trouvent encore une épaisseur de l'ordre de 10 km, une variation de densité de 10%. Donc, ce rapport, donc ils ne peuvent pas vraiment trancher, mais ils disent que ce rapport de 25% à 8% entre les VS et VP se rapproche à ce à quoi on pourrait s'attendre en cas de fusion partielle. Et par contre, l'augmentation de densité paraît être un résultat robuste. Donc ça, c'est une nouveauté importante, non seulement le fait qu'il y a... et donc... 10% d'augmentation de densité, c'est difficile à expliquer par simplement un effet thermique, donc fusion partielle ou non. Et donc il propose qu'effectivement il faut qu'il y ait une proportion de fer plus grande ou d'un autre élément dense dans la partie liquide, mais bien sûr le fer est le candidat préféré. Donc pour conclure, les observations qui ont été faites, et donc depuis il y a eu de nombreuses études, pendant les 15 ans depuis la découverte de ces ultra-low velocity zones. Ce sont des zones relativement peu épaisses, à la limite noyau-manteau, de 5 à 50 km, avec des réductions de la vitesse d'épée jusqu'à moins 10% et de la vitesse des S jusqu'à moins 30%, et une augmentation de la densité qui pourrait être de l'ordre de 10%. A priori, ceci c'est en accord avec la possibilité de fusion partielle des roches du manteau inférieur, bien que la proportion de fer doit être augmentée. Et alors sur l'extension latérale, peu de renseignements. Ici, c'est une... je voulais vous montrer aussi ici, donc ça date encore de 1998, une carte qui a suggéré qu'il y avait une corrélation entre les endroits où on observe des ULVZ, donc ici en rouge, et les endroits où il y a des points chauds, des hotspots, des points chauds. Les points chauds sont ici indiqués en fonction de leur vigueur, qui s'exprime en termes d'un certain flux de matière dans le volcanisme. Et vous voyez, bon, ce que je n'aime pas dans cette diapo, qui est déjà assez ancienne, c'est qu'ils ont vraiment extrapolé. Les régions où ils ont vraiment observé les ULVZ sont des toutes petites régions de l'ordre de 200 km. Mais en fait, ce qu'ils ont dessiné ici, c'est ce qu'on appelle la zone de Fresnel, c'est-à-dire la zone supposée d'influence des ondes considérées, qui est donc liée à la longueur d'onde. Donc ça leur donne des énormes régions, mais en fait, les observations elles-mêmes, elles sont beaucoup plus petites, aussi bien dans les régions où ils les ont observées que les régions bleues où ils ne les ont pas observées. Donc cette observation de corrélation avec les hotspots, qui est marginalement valable statistiquement, est à prendre avec des pincettes, je pense. Ceci dit, bon, il y a eu plus d'observations et cette carte-ci est une carte plus récente de 2010 qui montre peut-être de manière un petit peu plus réaliste
les endroits où les ULVZ ont été détectés et les endroits où elles n'ont pas été détectées. Et on voit tout de même, on a quand même une suggestion de corrélation avec la distribution des vitesses du point de vue tomographique, donc la localisation étant de préférence en bordure des superpanaches, ici et là. Donc, alors que les zones dans l'anneau de vitesse rapide, on a peu ou pas du tout observé ces ULVZ. Donc, une relation tout de même avec les superpanaches, ou les LLSVP, qui suggèrent une relation avec la température, bien sûr, mais qui pourrait aussi suggérer une relation de composition avec peut-être un enrichissement en fer dans toutes ces régions. Donc, encore une fois. Alors, sur la taille, je vous disais qu'il n'y a pas grande information. Ceci dit, récemment, dans une étude d'une de mes étudiantes, nous avons pu observer des ondes diffractées, des ondes S diffractées, le long de la limite nord du superpanache pacifique. Ici, vous avez les États-Unis, ici l'Australie. Et la région, donc ici, ce sont ces trajets-là. Donc, observés sur un réseau très dense qui s'appelle USRA. C'est un réseau installé depuis 2007 en Amérique du Nord. C'est le réseau le plus gros, de cette densité dans le monde entier. Et en fait, c'est un programme où le réseau se déplace tous les ans. En commençant à l'ouest des États-Unis. Tous les ans, il couvre environ 1000 km, 1000 ou même peut-être 1500 km de largeur sur tous les États-Unis. Et il en est actuellement déjà il est presque arrivé, il est quelque part ici actuellement, au centre des États-Unis, plutôt du côté est. Et c'est des stations, il y en a tous les 70 km. Il y a 400 stations à chaque instant d'installer, et tous les ans, donc, on en déplace un certain nombre, ce qui permet des études d'une finesse à cette échelle-là, qui n'a pas été possible jusqu'à présent, parce que soit on a des réseaux très denses, mais qui sont d'envergure très petite, soit les réseaux régionaux ou globaux ont des séparations de stations beaucoup trop grandes pour pouvoir faire des études. Donc ça, c'est un aparté sur les réseaux sismologiques. Donc là, on se trouve bien à cette limite. Je vous avais montré cette carte qui montre la distribution en deux familles des vitesses sismiques S à la base du manteau. Donc on est sur cette bordure-là du superpanache africain à la base du manteau. Et donc cette étude d'ondes diffractées a permis pour la première fois, je pense, une estimation assez précise de la taille horizontale d'une de ces grandes anomalies. En fait, on a trouvé assez grande. On a trouvé le modèle préféré. Bien sûr, il y a quelques trade-offs aussi entre la hauteur, la diminution en termes de vitesse des ondes S et la taille, mais le modèle préféré a environ 800 km de diamètre. Donc on a essayé des modèles très simples, des modèles cylindriques, donc de base circulaire, parce qu'on n'a pas la résolution pour faire mieux. Et donc moins 20% de réduction de 20% des vitesses des ondes S. Et donc je voulais simplement vous montrer comment on voit ça dans les données. Donc ici, vous parcourez en fonction de l'azimut, donc un séisme ici enregistré à toutes ces stations en Amérique du Nord. La partie verte, c'est la partie qui échantillonne la base du manteau, donc la partie diffractée de l'onde S diffractée, ce sont des ondes S diffractées. Et donc en fonction de l'azimut, donc plus vous allez vers le sud, donc plus l'azimut augmente à partir du nord, vous allez échantillonner de plus en plus le superpanache, et vous allez à un moment donné passer à la frontière. Et en fait, ce qu'on voit, ici c'est deux bandes de fréquences de filtrage différentes, mais on peut se concentrer sur celle-ci. On voit l'onde S diffractée directe, qui à un moment disparaît, alors qu'elle ne devrait pas. Je n'ai pas ici la correspondance avec le modèle PREM. Si vous regardez dans le modèle PREM, vous verriez des amplitudes qui continuent ici, elles arriveraient à peu près en même temps, au même moment, quel que soit l'azimut.
Et vous n'auriez pas ici cette énergie-là. Donc on voit que l'énergie de l'onde S est peu à peu transférée dans ce qu'on appelle un post-curseur, donc une énergie qui provient en fait des bords de cette anomalie qu'on a identifiée. Et donc l'apparition en azimut et la distance en temps entre ces ondes-là, et aussi la diminution d'amplitude, permet d'assez bien contraindre la géométrie de cette structure, et en particulier aussi la hauteur de l'ULVZ. Et ça, la hauteur, on l'a par l'étude de la forme d'onde, par exemple ici. Donc, on compare les modèles sans ULVZ avec des épaisseurs de 15, 25, 35, 45 km et avec les données observées. Donc, ça correspond à une certaine distance et une certaine hypothèse sur la taille et la diminution d'onde S. Mais vous voyez que là, ce qui correspond le mieux, c'est une hauteur de 25 km. Donc, on a maintenant quelques précisions en plus. Donc, ça, c'est une observation unique. Ça ne veut pas dire que toutes les ULVZ ont cette taille, mais ça veut dire qu'on peut observer des ULVZ de cette taille. Ça nous donne une idée un peu plus précise sur la hauteur et sur la diminution en vitesse des ondes S. Par contre, on n'a aucune contrainte sur les vitesses P dans ces études. Ce sont des ondes SH, donc polarisées horizontalement. Il n'y a aucune sensibilité aux ondes P et aucune sensibilité malheureusement à la densité. Voilà, alors, continuons donc. Donc les ULVZ, donc elles existent. On a quelques idées sur leur taille maintenant, sur les diminutions des vitesses, sur le fait qu'elles peuvent correspondre sans doute à une augmentation de densité, encore que c'est très peu contraint. Et donc, tiens, là, mon animation n'est pas parfaite. Donc, quelles sont les interprétations possibles? Donc, on revient à ces interprétations donc d'il y a 20 ans, 15 ans. La fusion partielle des composants du manteau. Alors, il y a des incertitudes sur les températures à la base du manteau qui ne permettent pas d'exclure cette hypothèse. Je vais encore y revenir. Et l'autre possibilité, c'est une réaction avec le fer du noyau, donc qui pourrait donner une couche fine plus dense, donc plus enrichie en fer à la base du manteau, qui, sous l'effet des déformations et de la circulation, aurait pu donner lieu à ces ultra low velocity zones. Et donc avec possibilité de mélange de produits liquides et solides. Une autre interprétation qui a été proposée, qui est assez originale, c'est celle qui aurait donc mis en œuvre la fusion de ce qu'on appelle les banded iron formations, c'est des formations striées de fer, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je suis désolée, de l'Archéen, qui aurait pu se retrouver dans la desgonde par subduction, par les plaques, amenées par les plaques de l'époque archéenne. Le problème, c'est que c'est sans doute un volume insuffisant. Je vais vous montrer dans un instant ce que c'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a l'interprétation opposée qui serait une couche de post-pérovskite, par exemple, riche en fer à la base du manteau, comme ça a été proposé par ces auteurs. Alors, post-pérovskite ou autres matériaux d'ailleurs, pas forcément de la post-pérovskite, mais un enrichissement en fer, donc une composition différente, mais à l'état solide. Alors les banded iron formations, ce sont des structures très frappantes, comme ceci. Ici, c'est des observations d'Australie, dont l'âge est, dans ce cas particulier, de l'ordre de 2,5 milliards d'années. Et c'est des successions de couches riches donc, en oxyde de fer, en hématite, c'est les bandes grises, et d'autres qui sont plus riches en silicate. Et elles auraient été déposées dans l'océan à l'époque archéenne, pendant une époque d'intense oxydation. Donc voilà, et donc vous pouvez imaginer qu'ensuite, déposées dans l'océan, elles seraient arrivées dans les zones de subduction et qu'elles auraient pu être donc subductées jusqu'au fond du manteau. Ceci dit, on pense tout de même que si on calcule les volumes, que ce serait peut-être pas suffisant pour créer les ultra low velocity zones. Alors, ces interprétations différentes, comment peut-on les distinguer?
C'est peut-être par l'anomalie de densité qu'on peut les distinguer le mieux, si encore toutefois on pouvait la contraindre de manière précise. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, si vous faites une fusion partielle du manteau ordinaire, donc des composants ordinaires du manteau, la densité du liquide et du solide de même composition seront similaires, donc vous pourrez avoir une augmentation de densité, mais elle sera relativement faible. Par contre, si vous admettez la possibilité d'une composition chimique différente, un plus grand écart de densité est possible. Donc, voilà. Mais alors, la densité, bien sûr, dès que vous invoquez des variations de densité, en particulier donc une augmentation de densité, ceci a des conséquences sur la dynamique, parce que bien sûr, il faut se poser la question, est-ce que le contraste de densité est suffisant pour que ces structures restent à la base du manteau? Et si le contraste de densité n'est pas suffisant, elles vont, par l'effet de convection, elles vont se mélanger et se remonter, et donc elles vont disparaître au bout d'un certain temps. Et donc les dynamiciens se sont jetés là-dessus, et donc pour étudier ces possibilités-là. Et donc je voulais vous mentionner quelques études récentes. Une étude de Hernlund et Takle. Hernlund, c'est le même qui avait proposé la double transition de la pérovskite à un post-pérovskite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui, disons, provoque beaucoup la communauté en proposant des modèles originaux. Donc, ils ont ici, donc ces dynamiciens ont regardé ont construit un modèle dynamique des derniers 500 km au-dessus de la limite noyau-manteau, dans lequel ils ont introduit une plaque plongeante qui va interagir avec la couche limite thermique au-dessus de la limite noyau-manteau, qu'on suppose toujours isotherme, puisque en dessous il y a le noyau qui est brassé par une convection vigoureuse. Les densités différentielles, ils ont regardé les possibilités de densité différentes dues aux effets de température et de fusion partielle. Et donc qui dit densité différente dit écoulement. Bon, ça c'est des détails sur le modèle, parce que j'introduis les modèles dynamiques, finalement je n'aurai pas énormément de temps d'en parler, j'en parlerai la prochaine fois en plus à fond. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on résout les équations de conservation de la masse, l'énergie, le moment cinétique, et dans ce cas particulier, la fraction de matériaux en fusion. La viscosité du manteau est un paramètre très important dans ces modèles. Il suppose une viscosité newtonienne et dépendante de la température, qui est aussi quelque chose d'important. Pas tous les modèles dynamiques qu'on voit dans la littérature supposent cette variation avec la température, et les conséquences sont importantes. Ils introduisent une loi qui décrit la fraction de liquide qui peut être extraite du solide, donc ils appellent ça la fertilité. C'est un modèle limité latéralement, ils ont des bords périodiques, et en haut, le bas est isotherme, donc la limite CMB, et ils ont glissement libre en haut et en bas, je pense. Donc ils déterminent un certain nombre de conditions. Il faut que le liquide soit plus dense que le solide. Ça, on peut bien l'imaginer. Si le liquide est moins dense que le solide, il va avoir tendance à monter, il va percoler vers le haut, et il ne restera pas à la base du manteau. Mais par contre, s'il est plus dense, il ne faut pas non plus que la percolation se fasse trop rapidement, parce que si elle se fait trop rapidement, le liquide va simplement s'accumuler dans une couche uniforme à la CMB, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on observe des espèces d'accumulation du LVZ, mais on ne les observe pas partout. Donc la constante de temps de la percolation est ce qui contrôle la possibilité de rétention du produit de fusion partielle dans le solide. Il faut un certain nombre de conditions. Il faut que le fluide dérivé de cette fusion partielle ait une grande viscosité, et aussi que la connectivité du fluide soit faible, ou inexistante. Et ils ont conclu qu'à l'heure actuelle, c'est assez difficile à justifier d'avoir toutes ces conditions-là à l'état actuel de nos connaissances. Et donc, les hypothèses plus probables, c'est qu'il y ait des variations de composition, ou peut-être, encore un modèle intéressant, que les ULVZ soient le résidu, enfin, ce qui reste
de la cristallisation d'un océan de magma primordial. Donc ça aussi, j'espère en parler la prochaine fois, de cette idée d'océan de magma, quand on considère la formation de la Terre, comment la Terre en est arrivée à sa composition et à sa structure actuelle. On invoque volontiers la présence d'un océan de magma dans le manteau, donc tout au début de sa formation. Et ensuite, donc, il faut voir dans quelles conditions les courants de convection permettent de maintenir une région de fusion partielle. Donc, c'est toutes ces conditions-là. Voilà, alors les études récentes montrent un certain nombre je vais faire un certain nombre de points importants. Le fer à l'état liquide préfère se mettre dans le ferropériclase plutôt que dans la pérovskite ou dans la post-pérovskite. Ce sont des résultats récents obtenus par des expériences en laboratoire dans les cellules à enclume de diamant. Et il y a un certain nombre d'études récentes qui essayent d'estimer les propriétés élastiques de ces inclusions solides, au contraire, donc de ferropériclase qui serait riche en fer dans les conditions du manteau profond, donc à haute pression et si possible à haute température. Et une étude récente, c'est celle de Weeks et al. De 2010, qui sont allés jusqu'à une pression de 121 gigapascales, par contre à une température ambiante, et qui ont eu comme résultat que très peu de ferropériclase riche en fer est suffisant pour déprimer significativement les vitesses élastiques. Donc c'est très réaliste de considérer des hétérogénéités à l'état solide avec simplement un enrichissement en fer, très spécifiquement dans le ferropériclase. Ils font l'argument que ces phases sont aussi stabilisées par une plus forte densité à cause de la présence du fer. Et donc la possibilité d'inclusion solide, donc que la nature des ULVZ serait du solide mais de composition différente, est très acceptée à l'heure actuelle. Ici, ce sont simplement un graphique pour indiquer les résultats de cette étude de Weeks et al. Récente. Ils ont fait ces expériences en associant la cellule à enclume de diamant avec les synchrotons, diffraction des ondes X anélastiques très spécifiquement, température ambiante, pression jusqu'à 120 gigapascales, donc approchant la base du manteau. Et donc ce qui compare ici, donc il ne mesure bien sûr pas les vitesses sismiques directement, il mesure ce qu'on appelle la vitesse de débit, dont on peut déduire les vitesses élastiques par des relations entre la vitesse de débit et les vitesses des ondes P et des ondes S, et d'autre part, le module d'incompressibilité et la relation entre le module d'incompressibilité qui est aussi accessible expérimentalement et les vitesses sismiques. Donc là, vous avez des équations à résoudre qui vous donnent les vitesses des ondes P, donc déterminées expérimentalement, les vitesses des ondes S, dans leur ferropériclase mais considérablement enrichi en fer. Vous voyez, 80% de fer ici, c'est considérable. Et qu'il compare, donc d'une part, aux vitesses du prème, donc des vitesses de référence, ici les vitesses des ondes S du prème, ici les ondes P, et ici les ondes S en rouge, et aussi les vitesses que les sismologues ont mesurées, observées dans les ULVZ, avec les réductions de 10% ici, peut-être de 30% ici. Et vous voyez que les réductions de vitesse dans cet assemblage qu'ils ont étudié sont considérablement plus grandes que celles observées sismiquement, et donc qu'avec une petite proportion de ce matériau riche en fer, on doit pouvoir expliquer aisément les observations sismiques.
Alors que ce soit fait à température ambiante, ça n'est pas un problème, puisqu'on s'attend à ce qu'à haute température, les réductions de vitesse soient encore plus grandes. Donc ce soit encore plus facile à haute température, donc qu'on ait besoin d'encore moins de proportions de ces éléments. Et donc ici, ils ont estimé qu'une proportion de 12% de leur ferropériclase riche en fer suffit pour expliquer les vitesses observées dans les ULVZ. Donc ici, c'est simplement la densité ou les vitesses. Hein, sur cet axe-ci, les densités en grammes par centimètre cube et les vitesses en kilomètres par seconde. Ici, donc la proportion de ferropériclase riche en fer dans le composant du manteau inférieur. Et donc ils arrivent à ces proportions-là de l'ordre de 12% pour expliquer. Donc ça, c'est une possibilité. Alors d'où vient ce fer, éventuellement, si c'est ça l'explication? Ça pourrait être de l'ascension de fer liquide depuis le noyau sur des échelles de l'ordre de kilomètres, ce qui a été proposé par certains dynamiciens, Kanda et Stevenson. Ça pourrait être le résidu de cristallisation partielle d'un océan de magma primitif qui serait riche en fer. Pour l'instant, tout ceci n'est pas encore vraiment bien contraint ou confirmé. Il faut continuer à étudier les réactions possibles chimiques entre le fer liquide et les composants du manteau, et donc bien sûr aussi ce qu'on appelle les coefficients de partition entre les différents éléments liquide-solide et les différentes phases liquide-solide et les différents composants. Donc beaucoup d'études actuellement travaillent sur justement ces coefficients de partition qui ont l'air d'être très importants pour connaître ce qui se passe à la base du manteau, d'ailleurs dans le noyau aussi. Alors là, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore sur ce sujet, je voulais vous montrer quelques calculs en ce qui concerne les considérations dynamiques. Nous continuerons la semaine prochaine. Simplement posant les questions, la convection dans le manteau profond est-elle assez rigoureuse pour maintenir dynamiquement des petites ULVZ qui seraient un peu plus denses que le manteau ambiant, excusez leur faute d'orthographe, sans former de couches uniformes denses à la limite noyau-manteau. Donc des conditions assez particulières pour la densité, le contraste de densité, les propriétés bien sûr de diffusion et de percolation, donc la dynamique du manteau. Et puis aussi, donc, à la fois, comment éviter une couche uniforme à la limite noyau-manteau et comment éviter l'entraînement de petits volumes du LVZ et le mélange avec le manteau ambiant, encore une fois, faute d'orthographe. Et comme question annexe, quel est l'effet des plaques accumulées sur la D-seconde sur la forme et la position des superpanaches et donc celle des ULVZ qui semblent se positionner de manière préférentielle en bordure de ces LLSVP. Donc une autre question à poser aux dynamiciens. Donc nous verrons ça la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.